7h, le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'était une rumeur, c'est désormais officiel. Jean-Luc Mélenchon ne briguera pas un nouveau mandat de député. Il l'a annoncé hier à l'occasion d'un apéro organisé à Marseille, sa terre d'élection. L'ex-candidat à la présidentielle s'efface au profit de son ancien directeur de campagne, Manuel Bompard. Passage de témoin en direct et devant 300 militants. Reportage Stéphane Burgat. Après 50 minutes de discours sur une petite placette de quartier, Jean-Luc Mélenchon lève le voile. Alors, monsieur Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Que c'est Bompard qui va être candidat? Dans les Insoumis, c'est une des figures parmi les plus éminentes de la nouvelle génération. Je vous le confie, il faut les lire. Mais les rumeurs avaient déjà eu raison du suspense. Une page se tourne avec l'entrée en scène de l'eurodéputé Manuel Bompard. Peut-être une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle. La nouvelle page qu'on a envie d'écrire, c'est Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Il participera à la campagne partout en France. Et c'est le message que retiennent majoritairement les 300 militants comme Nathalie, venue assister à ce passage de témoin. C'est pas grave en soi. Le candidat qui va se présenter vaut bien Mélenchon et Mélenchon a une autre destinée que celle d'être simple député. Reste quelques voix discordantes. Jean-Luc Mélenchon commet une erreur majeure en ne se représentant pas, selon Sylvie. Le fait que petit à petit, il se lève de ses fonctions, ça y est, ça crée maintenant. Ça va lui jouer des tours. La circonscription lui semblait pourtant acquise. En 2017, Jean-Luc Mélenchon y était élu dès le premier tour. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Jean-Luc Mélenchon renonce, mais pas Éric Zemmour. Le leader de Reconquête se lance dans la bataille pour les législatives. Il ne lui a fallu non pas 7 ans, mais 2 semaines de réflexion. Éric Zemmour se présentera dans la 4e circonscription du Var, celle de Saint-Tropez, annonce façon carte postale, les pieds au bord de l'eau. Reportage Victor Chabert. Une déclaration de candidature sur la plage de Cogolin, le golfe de Saint-Tropez en arrière-plan. Éric Zemmour a fait son choix. Il se lance dans la bataille des législatives. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Vous savez pourquoi je suis venu ici? Pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je suis candidat ici pour les élections législatives. Éric Zemmour part sur la circonscription où il a obtenu son meilleur résultat au premier tour de la présidentielle. 14% des voix, le double de son score national, mais loin derrière les 32% de Marine Le Pen ou les 24% d'Emmanuel Macron. Et face aux critiques qui émergent déjà sur le bling-bling de Saint-Tropez, le candidat des mines. Il ne faut pas réduire à cette caricature. Il y a de tout ici. Il n'y a pas seulement Saint-Tropez, il n'y a pas seulement des riches dans des grands bateaux. Il y a aussi des gens plus modestes, il y a des classes moyennes, il y a des gens qui travaillent. Il y a des villas de milliardaires et il y a aussi des HLM et des logements sociaux. C'est ça qui est intéressant. Malgré son score très haut, ici, Éric Zemmour fait face à une candidate LR et un candidat RN. Une équation compliquée pour celui qui voulait faire l'union des droites. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Il était loin de la plage de Saint-Tropez et ses ministres aussi d'ailleurs. Didier Dadieu hier soir à Matignon pour les membres du gouvernement Castex. Le Premier ministre s'en va sans aigreur, dit-il, mais avec de la reconnaissance. Le chef du gouvernement attendu dimanche à Rome. Dernier voyage officiel avant de remettre sa démission. Son successeur pourrait être désigné en début de semaine prochaine. L'affaire Delphine Jubilard à présent, confrontation très attendue entre Cédric Jubilard et son ancien codétenu qui donc affirme avoir entendu faire des aveux. On le surnomme Marco, c'est le témoin clé de l'accusation. Ce voisin de cellule l'affirme, Cédric Jubilard lui a avoué le meurtre de sa femme Delphine. Récit qui a conduit les enquêteurs à multiplier les recherches sans succès. L'infirmière est toujours portée disparue. Qui manipule qui dans cette histoire? Marco et Cédric se sont donc retrouvés dans le bureau du juge pour s'expliquer. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. Pendant 4 heures, les juges sont revenus sur chacune des déclarations de l'ancien codétenu. Marco, 37 ans, décrit comme une caricature de tôlard par les avocats de Jubilard, avec ses bagues à chaque doigt, ses gants en cuir et ses 3 chaînes en argent autour du cou, confirme tout. À travers la fenêtre de la prison, Cédric lui aurait bien avoué le meurtre de Delphine avec un couteau et que le corps serait caché près de la ferme fouillée fin janvier par les enquêteurs. Tout est faux, répond le mari de Delphine, et s'il a fait des déclarations, selon maître Alexandre Martin, son avocat, ce n'était que pour avoir la paix. Il est harcelé en permanence pour savoir si c'est lui qui a tué Delphine. Et il répond toujours « je suis innocent, ce que disent tous les détenus. Et à un moment donné, de guerre là, il a dit « oui, tu veux savoir, c'est moi, elle est enterrée à la ferme qui a brûlé », chose qu'il avait déjà déclarée et qui a été vérifiée, fouillée. Ça ne correspond à aucune réalité, c'est la seule chose qu'il concède. Pour le reste, ce sont des inventions d'un homme qui manifestement a négocié
négocier autre chose, je crois, sa remise en liberté. Et la défense réclame donc une nouvelle fois sa remise en liberté. Ils iront la plaider devant le juge des libertés avant le 18 juin, la date anniversaire de l'incarcération du peintre plaquiste. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. 7h05 sur Europe 1, la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques. Le conflit pousse la Finlande et la Suède dans les bras de l'OTAN. La Finlande demandera officiellement son adhésion à l'Alliance Atlantique dimanche. Adhérer offre une garantie défensive en cas d'attaque russe. La Suède pourrait lui emboîter le pas dans les prochains jours. Réaction de Moscou, les Finlandais doivent s'attendre à des représailles militaro-techniques, autrement dit des cyberattaques. La Corée du Nord et la Chine sont lancés dans un autre genre de guerre, celle contre le Covid. Pyongyang annonce un premier mort et une épidémie qui s'étend à tout le pays. En Chine, le confinement strict au moindre cas positif pousse la population à bout. Pékin s'accroche à sa stratégie zéro Covid, illusoire, dit l'Organisation mondiale de la santé. Les dirigeants chinois n'ont pas vraiment apprécié. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine. La stratégie chinoise du zéro Covid n'est pas soutenable. La déclaration du patron de l'OMS a eu l'effet d'une bombe en Chine où la population n'en peut plus des confinements à répétition. À Pékin, les tests de dépistage sont quotidiens pour les 23 millions d'habitants depuis le début du mois et la ville de Shanghai est confinée depuis plus de 40 jours. Le président Xi Jinping a mis tout son poids dans la balance pour la poursuite de cette stratégie longtemps efficace, jusqu'à la vague Omicron qui a totalement paralysé la Chine. Mais pas question pour Pékin de reconnaître un échec. Écoutez Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous espérons que les personnes concernées pourront adopter un point de vue objectif sur notre politique de prévention des épidémies, s'informer davantage sur les faits et s'abstenir de faire des remarques irresponsables. Une étude de l'université de Fudan à Shanghai publiée cette semaine estime que l'abandon de cette politique provoquerait un véritable tsunami et la mort d'au moins 1 600 000 personnes en raison du faible taux de vaccination dans le pays. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et pourquoi pas des JO propres à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris? La France lance l'opération antidopage. Les instances dirigeantes du sport ont tenu leur colloque annuel sur la question hier à Paris. À 2 ans des Jeux, la France ne veut pas passer au travers de la lutte contre le dopage. Elle va donc prendre des mesures sérieuses, Axel May. Oui, d'abord, un référent antidopage a été installé dans chaque fédération, explique Brigitte Henriquez, présidente du Comité national olympique et sportif français. Les référents antidopage, ils sont obligatoires dans chaque fédération. Donc là, on a continué, nous, à faire en sorte que les fédérations qui n'étaient pas encore dans les clous par rapport à ça puissent l'avoir. Et nous, on va animer ce réseau de référents antidopage pendant les 2 ans qui viennent. Et ça y est, on est en ordre de bataille pour le faire. On ne peut pas se permettre d'avoir un sujet par rapport au dopage pendant les Jeux de Paris 2024. Car malgré les conseils, malgré la prévention, les jeunes athlètes ne restent pas insensibles au mirage des produits dopants, met en garde Dominique Laurent, présidente de l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage. Depuis une dizaine d'années, c'est quand même développé auprès des jeunes l'idée que les produits étaient accessibles facilement du fait de l'accès à l'Internet. Donc il faut être encore plus vigilant maintenant. Pour limiter au maximum les risques, une formation d'éducateurs antidopage a été mise en place par la FLD. Objectif, que 100 éducateurs soient formés et déployé sur le terrain d'ici la fin de l'année. Axel May du service des sports d'Europe 1 en tennis. Raphaël Nadal en plein doute à 10 jours de Roland-Garros. L'Espagnol est sorti dès les 8e de finale du tournoi de Madrid. Il souffrirait à nouveau du pied, ce même pied qu'il a tenu éloigné des cours pendant plusieurs semaines. Oui, ce qui rabattrait complètement les cartes de ce Roland-Garros qui ne ressemblera décidément pas aux autres. Ouais, ça donnera justement l'intérêt, d'autant plus l'occasion de le suivre. On saura, ça ne sera pas toujours à la fin, c'est Nadal qui gagne. Voilà. C'est fait, c'est dit, je vais me faire des amis. Merci Christophe Lamar, 7h09. Dans un